bienvenue à cette table ronde qui s'intitule Des fleurs pour Algernon. 3 intervenants de grande qualité. Donc à ma gauche, Ewout Kieft, qui est historien, qui est chercheur en histoire et qui a écrit récemment, en 2020, un livre de science-fiction qui s'appelle Les Imparfaits, qui vient d'être traduit en France et qui est sorti en 2022 en France. Jérôme Santolini, qui est directeur de recherche au CEA et qui dirige le labo de stress oxydant et de détoxification, et qui intervient énormément dans tout ce qui est sciences citoyennes et qui est notamment président d'une association qui intervient sur ces sujets entre la science et la société. Et enfin Thomas Bourgeron, qui est professeur à l'Université Paris-Cité, qui dirige l'unité de génétique humaine et fonctions cognitives à l'Institut Pasteur, et qui est également académicien à l'Académie des sciences. Donc, si je repose un peu le contexte, je vais reprendre le petit synopsis que vous avez vu dans le programme. Donc, les mentats du cycle de Dune, le professeur Xavier des X-Men montre combien le thème de l'accroissement de nos capacités intellectuelles au travers de traitements ou de l'évolution traverse la science-fiction. La génétique est massivement corrélée au cerveau et à l'efficience de ses fonctions cognitives. Comment nos gènes définissent-ils notre cerveau et ses capacités ? Est-il possible d'en repousser les limites ? Et donc, je vais donner la parole à Thomas Bourgeron pour qu'il nous fasse un point rapide sur ce qu'on en sait pour l'instant de l'influence des gènes sur les capacités cognitives. Ok, merci beaucoup. Donc, un point rapide, ça va être... rapidement... Donc vous avez des gènes dans votre corps, vous avez dans chacune de vos cellules, vous avez 3 milliards de lettres d'ADN. Et donc et c'est assez étonnant parce qu'en fait vous avez des neurones dans votre cerveau, ça vous savez. Et ces neurones ont de l'ADN. Parce qu'en France, on a l'impression qu'on a de l'ADN jusque-là. Et de là à là, on n'a plus d'ADN, c'est juste que l'environnement, quoi. Donc déjà, vous avez des neurones dans votre cellule. Dans vos cellules, et vous avez des neurones dans votre cerveau, et les neurones de votre cerveau ont de l'ADN. Alors après, donc ces 3 milliards de lettres, on a à peu près 20 000 gènes, donc je ne vais pas vous faire un cours non plus, mais on a 20 000 gènes, et puis ces gènes, il y en a certains, donc vous avez le même génome dans votre rein, dans votre foie, dans votre cœur et dans votre cerveau. Par contre, il y a des gènes qui vont s'exprimer uniquement dans votre cerveau, et d'autres qui vont s'exprimer uniquement dans votre rein ou dans votre foie, dans votre cœur. Et donc la différence entre vous et moi, en termes génétiques, c'est qu'on a, sur ces 3 milliards de lettres, on a à peu près une lettre, donc les fameuses lettres ATGC, ça c'est super simple en génétique. Donc sur 3 milliards de lettres, vous avez à peu près une lettre sur 1000 qui est différente entre vous et moi. Donc ça fait à peu près 3 millions de variations entre vous et moi. Et donc... ces variations, donc là de nouveau en France on pense que les variations elles vont toucher que les cellules du rein, du foie, du cœur, mais des fois elles touchent des gènes qui sont impliqués dans le cerveau. Voilà, et je pourrais parler comme ça pendant 2 heures, mais je vais peut-être laisser passer, mais juste en tout cas ça vous donne un peu une idée. Donc il y a des gènes dans le cerveau, dans vos neurones, voilà, il faut accepter, et après ces gènes vont des fois avoir des variations qui vont faire qu'on est un peu différents les uns des autres. En tout cas, il y a une partie génétique qui va contribuer à nos différences. Et après, je dirai plus, mais voilà. Ça te va ? Si tu peux nous en dire plus sur l'influence des gènes, par exemple, sur la cognition, ce qu'on en sait, si tu veux, de l'influence des gènes sur la cognition. Ok. Comme tu es spécialiste du sujet. Donc maintenant que vous savez que vous avez des neurones, que vous avez de l'ADN dans vos neurones et qu'en plus vous avez des variations entre les gens, donc ces variations génétiques, elles vont contribuer à nos différences cognitives. Donc par exemple, on pense que par exemple, moi je travaille sur l'autisme. Donc l'autisme, c'est des problèmes d'interaction sociale, des stéréotypies, des intérêts restreints. Et donc, il y a des gènes impliqués dans l'autisme. Et quand on dit il y a des gènes, il y a des variations génétiques impliquées dans l'autisme. Et donc ça, par exemple, ça peut modifier énormément nos capacités, par exemple, de reconnaître les émotions des autres. Voilà, tout ça, il y a une partie génétique qui est liée à ça.
Et pour le QI, donc en France, on n'a pas trop le droit de dire qu'il y a des gènes associés au QI. Donc malheureusement, et donc après le QI, on reviendra là-dessus. Mais bon, il y a maintenant énormément d'études qui montrent qu'il y a des variations génétiques qui vont expliquer une partie de la variance du quotient intellectuel des personnes, du nombre d'années d'études. On ne sait pas vraiment ce que font ces gènes, ces variations génétiques, mais en tout cas, elles participent à nos différences cognitives. Voilà, c'est un fait. Après, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de bien ou de mal avec cette information-là? C'est des choses qu'on peut discuter. Mais en tout cas, si je peux résumer, vous avez des neurones, vous avez des gènes, il y a des variations génétiques, elles vont modifier un peu l'activité des neurones et ça peut participer à nos différences cognitives. Merci. Donc effectivement, on a ces différences individuelles finalement qui peuvent expliquer les différences cognitives qu'on peut avoir. Donc il y a un généticien qui a dit, en France, quand tu es généticien, tu es de droite, quand tu travailles sur l'environnement, tu es de gauche. Donc c'est mal barré pour moi, mais bon, personnellement. Mais en tout cas, il n'y a pas que les gènes. Je rappelle un petit peu. Donc, mais disons que de dire qu'il n'y a pas non plus de variations génétiques qui vont jouer sur nos différences, c'est aussi stupide que de dire qu'il n'y a que l'environnement, quoi. Voilà. Et du coup, vu qu'on parle d'environnement, Jérôme, toi qui travailles sur les interactions notamment de l'environnement justement sur le vivant. Je crois que tu travailles notamment sur les produits carnés, de ce que j'ai vu sur le synopsis sur l'influence du plastique sur les produits carnés, etc. Donc est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue là-dessus? Je voudrais pas sans que ça dérive sur une question de métaphysique de la biologie et de ce qui détermine ou non nos comportements individuels ou collectifs. Le thème était intéressant et il m'a un peu gêné, c'est-à-dire que on voyait les gènes. Alors c'est pas, je pense qu'on est d'accord avec Thomas. On peut pas faire deux formes de réductionnisme, un qui dit c'est que les gènes et puis l'autre qui dit c'est que l'environnement. Ça n'a pas de sens. On sait que les deux de toute manière sont intimement liés, qu'ils coévoluent d'une certaine manière sur une trame historique et que l'histoire de chaque individu ne peut ni se réduire à un programme ni se réduire à des interactions. Mais l'enjeu, je pense qu'il n'est pas là. Et la question le pose bien, c'est l'augmentation de l'intelligence, le brain enhancement, et comment, d'une certaine manière, un imaginaire se développe comme quoi, en tripotant ou en triturant un petit peu les gènes, on serait capable de faire ça. Voilà. C'est pas tellement comment on triture l'environnement pour être plus intelligent. Ça, on essaye d'une certaine manière, ou on essaye de ne pas le faire peut-être dans certains cas. Mais l'enjeu ici, c'est cet imaginaire-là, c'est-à-dire comment, en jouant sur des connaissances, ou en tout cas en instrumentalisant un certain nombre de connaissances autour de la génétique, on est capable de développer des histoires comme celle d'Algernon. Voilà, je crois que c'était un peu ça le thème du débat, et pas nécessairement une battle pour savoir qui du gène ou qui de l'environnement est le patron. Et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'il y a des interrogations fortes, en particulier en manière éthique ou même simplement de représentation du vivant et de l'intelligence qui se posent. C'est quoi finalement être intelligent? C'est quoi être vivant? C'est quoi être malade? Tout ce genre de questions qui finalement, dans ces imaginaires-là, ne sont jamais posées. Alors, et pour revenir justement sur les maladies mentales, par exemple, on a justement Evode qui a écrit donc son récit sur l'augmentation donc par l'IA. Donc peut-être Evode, tu peux nous parler un petit peu du, on va dire, du synopsis de ton livre, sans dévoiler bien sûr le dénouement, mais l'idée c'est qu'on a une IA dans un monde un peu aseptisé. On a une IA qui nous sert presque de psychanalyste et qui guide nos choix de vie au quotidien et qui nous guide au cours de la vie, qui nous a implanté dès l'enfance. Yeah, that's the premise of the novel. I imagined that in a near future, well, not by force, but
just by a common culture, all people would have a so-called Jenna, and that is a personal to each and everyone's preferences and each and everyone's problems. Well, it's just a mental coach. It's somebody who helps you get the best out of yourself. So it's really about a kind of a neoliberal ideology that wants people to get the best of themselves and also adjust their behavior to the necessities of climate change. Well, all kinds of difficulties in behavior that we see now have been solved in the near future by in a kind of soft manner, by good advice. And all people have an ear, just like we have now, just like I'm having now, actually, but I hear myself. and they have lenses. So the interface has changed. I mean, that's I thought that would probably happen anyway. We won't be using televisions. We won't be using screens and computers anymore. At some point, we will be projecting stuff into our lenses and just swipe in the air, just having that as an interface. But that, of course, brings all kinds of possibilities. And in a certain way, that's enhancement. At the same time, the main question is, and that's maybe one that concerns the discussion of just now, are people really evolving with that technology, or are they staying like they have been the last centuries? Are they? How will the reaction of people be? Because I personally think that in some science fiction you see that people evolve with technology to a kind of a harmony model, but I am more convinced that there always also will be conflicts with that, and that human evolution doesn't go that fast as technology is going right now. So in my story there's some friction between what this technology can bring, and this technology is benevolent. It wants to help people, but of course, in helping people, there is a kind of direction, and there is a kind of and somebody owes this machine. That's also a question that comes out in the book. The machine is the narrator. The AI is the narrator of the story. So at a certain point, well, you go along with it, but at a certain point, you see flaws in the story, and you discover more and more. And it turns out that her mission did not succeed. That her human that she was trying to help did not want to be helped. So that's kind of, and that reflects my maybe broader idea of that some technologies right now are changing so rapidly that humans do not evolve with that. Just one small example for that. I once had a session with a panel discussion with a psychologist who studied dating apps, and she explained that the influence of dating apps shows that people are not ready to have that many choices. They just can't deal with that many choices. In a few minutes' time, you make 140 choices of potential partners. We're not up to that state of evolution, she said. And what really showed in her research is that after 3 choices, most users become negative. So they don't choose at all. They become just kind of blocked and more critical and negative in the whole idea of them succeeding to find a partner. So I found that fascinating. And she explained that with a kind of a social psychology idea of, well, humans are not that, the evolution or maybe the state of humans, that they can't function in that kind of technological environment with all that possibility. So that's a bit of the same idea on which I tried to sketch how people would react to the technical abilities in the worlds that I thought of in the novel. Okay,
Tu as une question plus précise sur ça? Non, l'idée c'est peut-être comment ça résonne, l'expérience des voûtes sur le côté interaction sociale, avec peut-être ça résonne avec ton cœur de recherche. Ouais. En fait, c'est l'idée qu'on a évolué, que le cerveau a évolué. En fait, c'est une vieille idée en fait où Darwin et Wallace. Donc Darwin, on connaît, et Wallace, c'était un jeune qui est allé voir Darwin et qui a dit, je pense que j'ai trouvé un truc sur l'évolution. Et en fait, Darwin n'avait pas publié, donc. Et Wallace a été très fair. Il a dit, bah, c'est votre théorie, vous la publiez. Et Wallace a dit, je suis darwinien, donc il se disait darwinien. Il disait, mais par contre, pour le cerveau, là, j'ai un petit problème, parce qu'en fait, le cerveau peut faire des choses qui ne sont pas encore sélectionnées. Et donc là, il voyait un truc un peu bizarre, c'est que il se disait darwinien, mais pas pour le cerveau, parce que le cerveau était capable de faire des choses qu'on n'avait pas encore sélectionnées. Donc c'était bizarre pour une théorie darwinienne. Donc l'idée que le cerveau est un organe un peu étrange, ça fait un petit moment que c'est là. Et c'est vrai que sur les capacités, donc ce que j'ai bien apprécié, donc déjà sur le dating, je pense que les garçons et les filles doivent avoir évolué différemment. Donc je ne sais pas à quel moment tu fais le choix, mais je pense que ça, c'est aussi une grande différence en termes d'évolution. Mais c'est la direction. C'est-à-dire que je pense que ça, c'est un des gros enjeux. C'est vers où on veut aller. Et je pense que ces aides, comme tu dis, pourquoi pas d'avoir des aides, mais ces aides vont être normalisées. C'est-à-dire que tout le monde veut avoir un QI de 150, ou tout le monde veut voir... Et ça, c'est ça qui fait un peu peur. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me fait vraiment peur, parce que on travaille énormément sur cette diversité. Donc moi, je dis toujours que la génétique, c'est pas la science des gènes, c'est la science des variations génétiques. Moi, s'il n'y avait pas de variation génétique, je pourrais faire de la biochimie, je pourrais faire un truc... Mais la génétique, c'est vraiment de comprendre ce qui est divers dans la société, et ce qui est vraiment extraordinaire. Enfin, c'est une richesse incroyable. Et tout ce qui va réduire cette diversité me fout un peu la trouille, personnellement. Et surtout que qui contrôle cette machine et qui dit c'est cette direction-là, d'avoir que des gens qui ont des QI de 150, déjà, je ne vois même pas comment ça peut être possible. Et en plus, ça serait vraiment triste et dangereux. Mais bon, voilà. Donc, il y a cet aspect de diversité qui est vraiment important, et que si on a des petites machines qui disent, voilà, il y a une direction. Alors, est-ce que les machines vont pouvoir intégrer qu'est-ce qui est l'environnement optimum pour une personne, et que cet environnement est différent d'une personne à l'autre? Là, ça peut être un truc positif, quoi. Mais si tout le monde a le même environnement et tout le monde a le même choix avec genre TF1 ou France 2, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, et puis d'autant plus que la diversité, c'est ce qui nous rend robustes face aux conditions environnementales. Donc, si on est tous pareils, il se pourrait qu'on soit pas du tout robustes, tous pareils face à un changement qui soit un peu néfaste pour tout le monde, quoi, du coup. Donc, oui, puis c'est une représentation du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une représentation du monde, il y a plusieurs représentations du monde, et en fait, c'est une richesse aussi incroyable. Ouais, je trouve la bifurcation Wallace-Darwin hyper intéressante, effectivement, pour essayer de voir à quel moment l'image qu'on a eue de notre intelligence ou de notre même identité en tant qu'être humain a bougé. Wallace, en plus, était un spirit, hein, il parlait aux esprits, faisait tourner les tables, etc. Et donc, il a une vision extrêmement spirituelle de l'humanité, ce que n'avait pas Darwin, d'une certaine manière. Et donc, ça explique peut-être qu'il ait choisi ce chemin-là. Il n'a pas fait Flores, hein, cependant, c'est quand même Darwin qui a creusé le sillon. Et d'ailleurs, avec Patrick Thor, etc., on essaie de réintégrer aussi à travers une pensée de Darwin cette question de l'humanité, l'humanitude ou je ne sais quoi à l'intérieur de ce schéma. On parlait d'évolution quand tu as parlé du fait que comment ça va nous faire évoluer le fait d'avoir ce petit GENA, tu l'appelles en plus, c'est qui est marrant, hein, c'est un gène quand même alors que c'est un dispositif électronique au départ. Mais c'est un gène qui est mis. C'est le nom lié à Jenna. GENA, c'est le nom du truc, oui, mais c'est un dispositif électronique. Yeah. Avec des lenses, des oreilles, etc. Ouais. Yeah. Je trouvais le raccourci intéressant d'ailleurs, de dire que qu'ils appelaient Jenna pour montrer que ça symbolisait ça. L'évolution, c'est sur des temps super longs.
on a probablement les mêmes capacités cognitives que les Homo sapiens. Et donc, dans ce contexte-là, si une évolution doit advenir, ce qu'on est en train de faire avec ces dispositifs n'aura pas d'impact, en tout cas sur notre variabilité génétique. À ces temps aussi courts. Donc ça c'est un point pour resituer aussi. Donc on ne va pas changer fondamentalement dans notre identité génétique parce qu'on s'augmente aussi. Donc ça c'est une page d'espoir un peu d'une certaine manière. On ne peut pas complètement jouer avec le temps et l'évolution. Et l'autre chose, tu parlais de diversité, oui, mais de quelle diversité on parle? On peut effectivement avoir une diversité génétique avec pourtant des cultures assez uniformes, assez standardisées, avec des comportements assez standardisés, malgré une diversité génétique. Et c'est plutôt de ça qu'il s'agit, je pense, dans ton bouquin, c'est uniformiser des gens dans leur rapport au monde. Pas complètement, ok. En tout cas, c'est la question qui m'intéresse par rapport à ce que tu disais, c'est que les représentations, la façon dont on interagit avec le monde, c'est vrai que ça dépend de notre diversité, de notre diversité génétique, de quoi on parle, mais ça dépend aussi de notre histoire, de notre vécu, et puis finalement de comment on va interagir avec le monde au travers de cette histoire. Et le danger pour moi dans ces systèmes-là, c'est que ça oblitère cette capacité-là. Que d'une certaine manière, à vouloir trop maîtriser cette interaction, ou la façon dont cette interaction se fait, on arrive à une forme d'uniformisation du rapport au réel. Et c'est une espèce de siphon dans lequel on risque de disparaître, soit de notre propre fait, soit parce que justement l'évolution aura d'une certaine, on sera plus apte d'une certaine manière à jouer le jeu de l'évolution. Alors, yeah, I was thinking about the whole idea of this enormous capacity that's still in the brain, or the idea that there's a whole future to human evolution, and you were talking about Darwin and Wallace, and in that period, as a historian, I studied a lot of the political movements who got inspired by that idea, and usually the examples of course, Nazism and fascism come about, but you also had very progressive social democratic movements who got inspired by that idea. They kind of were forgotten, but in Great Britain you had the Fabians, which actually some very famous writers, even one of the big science fiction writers, H.G. Wells, was quite enthusiastic about the idea of making a political movement and the whole idea of a society for the people who are yet to become, because the combination of Nietzsche and this idea of an enormous capabilities in a biological sense as well was for Wells enormous, and he had a social heart. He looked at the very bad circumstances in which the workers lived. They were unhealthy, but he also said, and they have 12 children. So we have the most the people who have the least chances in this evolution, they have the most children. So he had kind of eugenetic ideas that became very dangerous at a certain phase. And George Bernard Shaw had the same idea, and he kind of. There was a period that this group of socialist intellectuals in Britain got very enthusiastic about the idea of eugenetics. Winston Churchill was one of, he wasn't a socialist at all, but but he was enthusiastic about that idea as well. So it kind of shows that probably if the Nazis hadn't come up, this would be much bigger in our political discourse. So history works in paradoxes. That's maybe the more philosophical point. Ouais, juste pour rebondir, c'est vrai que en gros, l'eugénisme s'est arrêté parce qu'il y a eu la guerre, mais il était là bien avant la guerre et avec des politiques dans quasiment tous les pays qui étaient présentes. Et c'est plutôt la guerre qui a supprimé l'eugénisme, enfin en tout cas qui l'a supprimé. En tout cas, qui a montré toutes les horreurs, plutôt que ça a été une promotion. Donc ça a été.
c'était déjà là bien avant. Donc il faut quand même qu'on comprenne que c'est le présent, c'est pas une histoire de nazis seulement. C'était déjà là bien avant. Et alors du coup, les garde-fous, qu'est-ce qu'on a comme garde-fous pour éviter de reglisser vers un eugénisme contrôlé, guidé Je vais dire juste un truc, parce que ça m'est passé par la tête et que je trouve que c'était assez clivant. Le motto de notre asso, c'est il ne faut pas laisser... la science est quelque chose de trop important pour les laisser aux scientifiques tout seuls. Donc c'était une petite pour enquiquiner un peu. Mais par contre, je vais dire l'inverse. En fait, c'est-à-dire que dans ce contexte-là, on voit très bien que Darwin a été... Enfin, une pensée de Darwin, parce qu'il y en a des dizaines de darwinisme en fait. En tout cas, Darwin a été récupéré par un mouvement politique à la fin du 19e, qui a tout de suite utilisé ça pour valider ou naturaliser d'une certaine manière un programme idéologique, une forme de conservatisme aussi social, etc. Et que ça, c'est une instrumentalisation de la science. Même si les scientifiques ont mis le doigt dans la confiture, et en particulier autour de cette eugénique qui était d'abord un mouvement scientifique, avant d'être détourné. Et cet eugénisme n'est pas mort en fait, parce que Huxley, qui était un des fervents promoteurs de l'eugénisme avant-guerre, est devenu le directeur de l'UNESCO après-guerre. Il y a un très bon bouquin, La société pure de Pichot, un historien des sciences, qui retrace un petit peu cet héritage de l'eugénisme et qui est toujours plus ou moins présent. Moi, j'associe la sociobiologie d'une certaine manière à ce mouvement-là, même si c'est assez controversé, et d'une certaine manière aujourd'hui la psychologie évolutive, etc., etc. Là aussi, c'est très controversé. Donc il y a quand même des formes de résurgence de cette pensée-là, et pour moi cette pensée elle est liée à une biologisation en fait des comportements humains, c'est-à-dire qu'on veut naturaliser des choses qui ne sont pas nécessairement que génétiques et qui ne sont pas nécessairement que le résultat d'une programmation individuelle, et qui ont aussi à voir avec la façon dont les sociétés s'organisent, les histoires individuelles de chacun, et puis potentiellement des interactions avec un environnement beaucoup plus physique, moléculaire, etc. Et dans cette question-là, c'est des enjeux extrêmement politiques qui se jouent comme à la fin du 19e, parce que naturaliser, biologiser un individu, c'est le responsabiliser, en faire d'une certaine manière le bouc émissaire d'une situation qu'il subit, et de l'autre côté, donner une forme de carte blanche, ou en tout cas de blanc-seing, à des systèmes politiques qui, eux, sont beaucoup plus toxiques. Yeah, to elaborate on this, I think that if you look at, I've got all kinds of examples in my head, but the main point I think that we are discussing is that even the technology can go all kinds of ways, and of course, what the creators of technology always have a vision that is beneficial, and and they think of all kinds of ways to avoid dangerous applications to it. But at the same time, it kind of is unavoidable at the time that the masses of people are going to use them. And I was thinking about the example of social media, which when it was invented and when it was implemented, and people, hundreds of thousands and millions of people started using it, it was really kind of open and diverse. I mean, it was promoting differences, and it was promoting getting together and being different at the same time. It was kind of lovely. And at a certain point, that development twisted, and it became a polarization machine like it is now, at least in Holland. I don't know how it is in France, actually. But in the United States, in lots of countries, you see that what first was a kind of a celebration of differences became a two-party system. and you were for something or against. And that just got into social media, and that tells us something about how human behavior gets
mingled up with technology that has much potential. So we kind of always have to think about that it will be used by us. Technology, and if we think about enhancements, we should always think that it will that it also old human behavior will be a part of it as well. Probably, I don't think if you agree with me, but that's kind of maybe my historical point of view too, in which I look at the future. I don't know how you think of these kinds of matters, but. Oui, c'est toujours le danger que je vois sur cette direction, sur cette idée qu'il y a une seule direction, qu'il y a un seul bonheur. Moi, je suis un grand fan de Boris Vian. Il disait, je suis pas intéressé par le bonheur de tout le monde, je suis intéressé par le bonheur de chacun. Et je pense que c'est quand même important. C'est-à-dire que là, on a un nouveau projet européen qui s'appelle, il s'appelle R2D2 Mental Health, R2D2 Mental Health, pour risque, résilience, developmental diversity et mental health. Et donc l'idée, c'est on est focalisé actuellement sur des facteurs de risque, sur des maladies, facteurs de risque maladies. On oublie complètement qu'il y a beaucoup de gens qui sont exposés à ces fameux facteurs de risque, comme des mutations, comme être né prématuré, c'est un des risques sur lesquels on va regarder, et qui s'en sortent plutôt bien. Donc on est focalisé. Mais par contre, le monde médical est très focalisé sur les patients, sur les gens qui vont pas bien. Après, qu'est-ce que ça veut dire pas bien ou bien, on va voir. Mais en tout cas, on oublie des gens qui sont exposés, qui sont porteurs de mutations et qui vont plutôt bien et qui sont plutôt bien. Et donc, developmental diversity, la diversité développementale, c'est qu'il y a tout un mouvement aussi qui montre que il n'y a pas qu'une seule façon d'être bien. Et donc, on travaille beaucoup avec les autistes, par exemple, pour essayer de comprendre quel est l'environnement dans lequel ils veulent être. Donc, il y a le côté hyper social, un peu à l'américaine. Hey, hello, how are you? Il faut être super social. Il y a des gens qui ne sont pas super sociaux. Et puis moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je veux dire, Mais par contre, c'est vrai que dans le monde du travail, maintenant, même pour les scientifiques, je veux dire, les scientifiques, c'est une niche pour les autistes. Donc, je veux dire, tu fais un truc, tu es hyper focalisé, tu n'as pas obligatoirement de parler à tes collègues. Et ben maintenant, pour être scientifique, il faut être hyper communicant. La preuve, je me suis obligé de parler devant vous et tout ça, alors que je n'ai pas du tout. Et là, j'étais dans un jury où on posait la 5e question, c'était est-ce que le candidat, là c'était est-ce que le candidat communique bien? Et avant, je me suis dit, tiens, ouais, c'est hyper important qu'un scientifique communique. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, là, on est en train de virer tous les autistes qui sont. Donc il y avait une personne qui était hyperactive. Elle avait tout le DSM, elle était TOC, hyperactive, autiste. Elle avait fait un congrès où elle avait fait un spectacle où elle disait « Je fais partie du club le plus petit au monde, c'est les prix Nobel qui ne sont pas autistes ». Et donc il y a ce côté que même en sciences, qui était une niche pour des gens qui étaient en difficulté sociale, enfin, qui étaient focalisés, maintenant il faut communiquer. Puis alors les éditeurs, ils aiment bien quand tu racontes des histoires. Et je pense que on n'accepte pas assez qu'il y a des gens qui voient le monde un peu différemment et qu'il faut accepter ça. Et il faut que cet environnement. Donc je dis toujours trouver les gènes, c'est trouver le meilleur environnement, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille avec les autistes. Donc normalement on dit work package, le package, je sais pas comment on dit, le groupe de travail qui sont avec les autistes, avec les familles, tout ça, c'est toujours le dernier work package du congrès quand les scientifiques ils sont déjà dans l'avion, quand les mecs commencent à parler. Donc là, je l'ai mis au milieu. Et donc, avec les autistes, on va voir quels sont les facteurs de risque. Et puis, pas que les autistes, les personnes hyperactives, enfin, toutes les personnes qui ont été exposées à des difficultés dans notre société, qui a du mal à accepter cette différence, quoi. L'école, en France, mais c'est catastrophique, quoi. C'est-à-dire que il faut aussi... C'est là où je ne comprends pas, c'est que j'adore liberté, égalité, fraternité. Mais en fait, je pense que liberté, équité, fraternité aurait été peut-être un peu plus juste. C'est-à-dire que je pense qu'on a quand même du mal en France à voir qu'il y a des gens qui sont un peu différents. Et par exemple, l'école, c'est vraiment pas bien. Je vais vous raconter ma vie, mais j'étais
comment il y avait la prof de mes mômes quand ils étaient petits, il y avait cette heure pour les enfants qui sont en difficulté. Et elle disait, moi je le fais pour tout le monde, sinon ça serait que pour certains, quoi. Donc vous voyez le truc, c'est-à-dire qu'il fallait surtout pas qu'il y ait de stigmatiser des gens qui étaient en difficulté, donc il fallait faire. Et je pense que ça, là, ça déconne, parce que ces mômes qui sont en difficulté, ils n'ont pas eu l'heure qui leur permet après de récupérer, d'être un peu plus, d'avoir une meilleure autonomie plus tard, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est cette diversité et de savoir vers où on veut aller, vers plus d'autonomie, plus pour les personnes, mais pas obligatoirement un monde hyper social où ils demandent avec je sais pas quoi, d'accepter cette différence. Ouais, je résonne beaucoup avec ce que tu es en train de dire, en particulier sur la reconnaissance de la diversité, puisque c'est faire exister cette diversité, c'est reconnaître qu'elle existe en fait. Et reconnaître qu'elle existe dans le regard de l'autre. Et hier, il y avait une table ronde, ou avant-hier, sur Humain plus qu'humain, avec Cléo qui avait commencé à raconter cette histoire d'une personne qui était sourde et qui on avait mis un implant, et puis finalement, ça l'intéressait pas. Finalement, la question du regard de l'autre a été vachement posée, et le fait que finalement, il fallait se soumettre à cette forme de norme sociale dans ce cadre-là, et que d'une certaine manière, l'augmentation aussi de l'intelligence, c'était une façon tu dis tout le monde veut un QA à 150, je suis pas persuadé, tu vois, mais l'image, c'est qu'il faut que tout le monde soit hyper intelligent, alors que ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne sait même pas de quoi on parle, en plus de quelle intelligence, etc. Et reconnaître la diversité, c'est quelque chose aujourd'hui, en particulier dans des sociétés qui sont de plus en plus contraintes, très difficile. On accepte de moins en moins des formes de marginalité, y compris comportementales ou autres. Et ce n'est pas juste un problème anthropologique, c'est aussi un problème politique et économique. C'est-à-dire que ce que disait Wood au début de la présentation de son livre, c'est qu'il y a une boîte derrière qui contrôle Jenna, que c'est quelqu'un qui décide finalement des petites informations ou conseils que l'on va donner. Donc il y a quelqu'un derrière avec des intérêts économiques, politiques, etc. Et donc cette standardisation de l'humain, c'est pas juste une malédiction anthropologique, c'est derrière aussi il y a des enjeux politiques, économiques, et le fait par exemple que Neuralink, je ne sais pas si ça a des liens avec Jenna, Neuralink qui est un truc que Elon Musk essaie de développer, qui a un même type d'implant qui fera interface entre le cerveau et un appareillage électronique, c'est quand même Elon Musk qui le développe. Tu vois, c'est pas un prix Nobel, et c'est pas. Donc là, ça dit des choses sur la façon dont cette question de la diversité et de la norme sociale peut être instrumentalisée pour le pire. We were talking about earlier, and one of you asked also that you were wondering if Jenna was kind of an AI that thought in differences or just made people more the same and tried to shape people just like everybody else. And I really thought of the idea for the novel. I thought was what could be the ideal AI to help people adjust their behavior to the necessities. Yes, the day before yesterday, we had a panel about climate change, and we were talking about the necessity to adjust our behavior, and of course, most people who are not doing that. So it was trying to solve some problems. I thought that in the near future would be so urgent that we have to do something about it. But at the same time, it's the AI and the whole system works like the idea of social media in the beginning, to celebrate individuality. So Jenna is always trying to get people to be themselves, not to be like any other. But of course, when you think of that, and if you think of an AI that is trying to do that, and an AI could be observing for years and years, and it just focuses on that one
person. Of course, it's able to focus on a lot of persons at the same time, but each and everyone has a personal AI. And that is just a compartment of the big AI, the big program, but it's just personal. It evolves with every person. So education is individualized in this world. So every student, students who have a problem communicating, for instance, the AI is able to think about what this specific student needs. I mean, I think there is really terrific possibilities in AI in education in this sense, but it always there's the paradox. But I think there are perfect possibilities. So that's I follow my human character, the AI. I think of my AI as a character too, but it's a character who wants to help but does not succeed in helping, and so it's kind of a tragic character. And the human is a boy named Cas, and he grows up. It starts when he is 12. Then he gets this AI, and it genuinely helps them. They trust each other, and Jenna is helping him to become himself. But still, it doesn't go as planned as life sometimes does. And this I found interesting to look at what is the limit of the capability of AI helping people. And when do people not want to be helped anymore? And this is something I think about when I look at politics right now. You see the same thing. I think a lot of people somewhere in their minds know there's a climate change problem, or no, there is a problem with the gap between poor and rich. But still, they do not adjust their behavior. So you can see a problem, you can rationally know it's there, and still keep on going. And that has to do with group thinking. There's a lot of psychological research about people, how people vote, and they use their rationality, their rationality, their intellectual capabilities, not to learn, but to rationalize a decision that they already made. So that's there goes a lot of this potential goes into that. So they already chosen the party that they want to vote for. They already chosen Le Pen, or they already chosen Mélenchon, and they use their intellectual capabilities to justify that decision. And we of course want to change that capabilities in another way. We want to open that up in a certain way, and that is not even a question of trying to adjust this, but trying to adjust. You have the idea of deliberative democracy, for instance, thinks about this problem and say, well, if you just I understand in France you had a climate the consolation that 1,000 people got together. They were not voted, but they were I don't know the English word. The lottery system got just pointed them out, and so you avoid this problem of partiality. Of I'm for that and against Macron because I think I don't like Macron or I don't like Le Pen. So I already made my choice. But you just got put in a group and you talk about things, and then the group there's no groups yet. So that's an interesting way to forget about this function of justifying that we put so much energy in our rationality and just trying to make that a bit more constructive. So I'm thinking of this kind of problem. Oui. En tout cas, moi le combat entre être soi-même ou être avec les autres, moi je pense que c'est super important, mais en même temps je pense que je me considère pas moi-même sans les autres. Enfin, c'est impossible. Et donc parce que en ce moment c'est quand même les autres, c'est l'enfer. Bon, il y en a il faut méditer. J'ai rien contre la méditation, hein, mais le côté on revient sur soi et là on est libre, on est soi-même. Moi personnellement ça me fait un peu, enfin je veux dire, je vois pas comment on peut vivre sans les autres. Donc, et après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent rester eux-mêmes et sans être influencés par les autres. Mais pour moi, d'être influencé par les autres, c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'on a eu un colloque à l'Institut Pasteur et ça s'appelait Cerveau et intelligence artificielle.
Et donc, ils avaient mis cerveau au pluriel. Donc, ce qui est, allez, je peux vous dire qu'il y a même 10 ans, on aurait mis cerveau singulier. Hein. Donc déjà, c'était d'accepter qu'il y ait une diversité. Par contre, intelligence artificielle était sans S, tu vois. Donc je pense que voilà, j'espère que dans 10 ans, on mettra intelligence artificielle avec un S. Et c'est vraiment ce dilemme entre être soi tout en étant influencé par les autres, donc et que cette influence soit pas. Je me rappelle, il y a très longtemps, dans les années 90, il y avait quelqu'un qui avait... c'était le début d'Internet et on m'avait demandé... Donc il y avait très peu de gens qui utilisaient Internet, c'était en 92. Donc il y avait des gens autour de la table. Et puis c'était... en fait, c'était Wanadu à l'époque, qui avait fait un truc, donc je ne savais pas qui c'était. Mais enfin, et les mecs, ils voyaient Internet... mais genre une galerie marchande, quoi, tu vois. Et tu rentrais sur Internet, et donc tu avais Renault, Peugeot, je sais pas quoi, faire le truc. Et donc nous, on était là, on était tous des chercheurs, il y avait des gens en linguistique, enfin, c'était assez incroyable à l'époque. Hein. Donc il y avait des gens qui écoutaient des langues grâce à Internet qu'ils n'avaient pas trop entendues avant. Et nous, on était là, mais attendez, c'est pour ouvrir les choses. Et là, eux, ils voulaient vraiment fermer pour que les gens aillent visiter la rue. Moi, j'aime bien les rues piétonnes, mais pas trop en fait, parce que dans les rues piétonnes, maintenant, c'est toujours les mêmes, quoi. Je ne sais pas si vous êtes allé dans les villes où il y a une rue piétonne, tu as Zara, c'est les mêmes partout, quoi. Donc je ne sais pas ce qui se passe, donc j'ai même pas le permis bagnole, donc je n'ai pas non plus un amour de la bagnole. Mais dès qu'on a un truc comme ça, un peu, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu standardisé partout, quoi. Et donc je pense que c'est quand même une volonté quand même de pousser les gens à écouter les mêmes trucs. En France, on est quand même pas mal. Hein. Je veux dire, il y avait 2 groupes de rock en France. Quoi. Et il ne pouvait pas y en avoir 3. Quoi. Donc, c'est quand même un peu bizarre. Quoi. Donc, il faut faire gaffe. Quoi. Très rapide sur cette question de qu'est-ce que c'est qu'un individu en fait, et on est souvent ramené à son individualité, que ce soit dans l'éducation, etc. Et c'est un non-sens parce qu'en fait, l'identité, elle se construit. On est un être social. L'identité, elle se construit à travers le regard de la mère, dans son développement. Donc, elle se construit cette identité. Du père un peu. Ouais. Mais dans les premiers instants, enfin bon, on pourra en rediscuter, dans cette interaction à l'autre en fait. Donc on est soi dans l'interaction avec l'autre. Et le parallèle par rapport à ça, c'est ce que tu disais sur la convention sur le climat. Donc à Sciences Citoyennes, on travaille sur justement les conventions de citoyens depuis une quinzaine d'années. Et il y a pas une théorie, mais en tout cas une pensée qui dit que justement lorsque tu mets ensemble des individualités, mais quand tu les détaches justement d'un rapport à eux-mêmes, enfin tu vois, ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas nécessairement d'enjeu, il y a quelque chose d'autre, hein, une espèce d'émergence qui apparaît, un collectif, et que ce collectif ne fonctionne pas comme la somme de tous, tu vois, il y a quelque chose en plus qui apparaît, qui leur permet justement de sortir dans ces choix qui sont déjà préconçus et de s'ouvrir à d'autres rationalités, à d'autres formes de représentation et donc de choisir différemment. Et ça ne se passe qu'à travers l'interaction de l'autre et à travers le collectif. Merci. On va prendre, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va prendre au moins peut-être 2 questions dans le public. Bonjour. Alors moi, c'est un petit fleurage de questions. Vous choisirez ce à quoi vous voulez répondre. Ma question, c'est sur un peu l'état scientifique aujourd'hui, indépendamment des questions éthiques, mais juste sur plus le plan technique. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent dans le monde, sans doute, mais à améliorer le cerveau d'une façon ou d'une autre? Est-ce que nos connaissances aujourd'hui sur le cerveau sont suffisantes pour envisager de le modifier via des produits ou des quelque chose, pas forcément pour en faire des surhommes, hein, mais peut-être pour combattre des maladies dégénératives ou je ne sais quoi. Et à quel point finalement une fiction comme Des fleurs pour Algernon est loin de notre présent ou se rapproche à grand ou petit pas, je ne sais pas. Juste pour répondre, je pourrais parler 2 heures de ça, mais en tout cas, oui, donc il y a pas mal de fantasmes. Il y a des. Ce qu'on voit en fait, c'est que je vous ai dit, vous avez 3 millions de variations entre vous et moi de génétique, et en fait, ces variations vont être très très différentes. Il y en a qui vont être vraiment comme
avec des effets très forts qui vont faire que vous avez, par exemple, une déficience intellectuelle Et donc là, il y a des gens qui effectivement essayent de faire de la thérapie génique pour essayer de faire que ces enfants, souvent on le détecte très tôt, puissent avoir ces gènes qui refonctionnent et qui puissent apprendre. Donc ça, c'est. Par contre, sur le QI, par exemple, sur les variations qui font des scores plus hauts ou plus bas de QI, là, c'est hyper dilué dans le génome. C'est des dizaines de milliers de variations qui sont quasiment. Chaque petite variation va avoir un tout petit effet. Donc, c'est un peu illusoire. Mais par contre, il y a des gens aux États-Unis qui disent on va vous faire des bébés avec un score polygénique, on appelle ça, qui vont faire qu'ils sont plus intelligents ou pas. Ça explique très très peu de la variance, mais en tout cas, on peut en parler. Donc, il y a cet aspect fantasme de pouvoir faire des sélections génétiques sur ces aspects-là. Je suis au Conseil consultatif national d'éthique. On a fait un petit bout. Donc, si vous voulez aller sur le site du CCNE, on a fait un petit bouquin sur qu'est-ce que l'eugénisme, de quoi parle-t-on, qui est bien foutu et qui montre un peu voilà où on en est actuellement. Donc voilà. En tout cas, sur la génétique, je ne peux pas dire ça. Après, est-ce qu'il y a des drogues qui permettent de plus se concentrer, tout ça? Oui, effectivement, il y en a qui sont utilisées. Ouais. Oui, bonjour, merci beaucoup pour aujourd'hui. Juste, est-ce que vous pourriez dire quelques mots, parce qu'on a quasiment effleuré le sujet, sur l'épigénétique peut-être, sur éventuellement la méthylation, l'effet de l'environnement sur le gène sur un temps court? Merci de poser cette question. Donc j'ai dit que quand tu es généticien, tu es de droite, quand tu travailles sur l'environnement, tu es de gauche, et quand tu travailles sur l'épigénétique, tu es en marche. En gros, tu prends le meilleur de la génétique, tu prends le meilleur et tu deviens ça. Donc l'épigénétique, juste pour définir le truc, donc les gens adorent l'épigénétique parce que c'est pas froid comme la génétique, c'est pas un peu diffus comme l'environnement, donc c'est un truc un peu scientifique qui fait que les gènes vont répondre à l'environnement. Et l'épigénétique, donc il y a plusieurs définitions, mais ça peut même se transmettre d'une génération à l'autre ou d'une cellule à l'autre. Donc c'est des marques sur le génome, mais qui ne sont pas les 4 lettres un petit peu, qui vont modifier l'expression du génome. Donc il y a eu plein de buzz sur l'épigénétique parce que tout le monde adorait, je sais pas, c'est enregistré, mais les psychanalystes par exemple, ils adorent l'épigénétique parce que ça fait hyper... Donc il y a plein de choses. Maintenant les gens, c'était le côté Lamarck, c'est-à-dire lamarckien. On adore en France de dire on va apprendre des trucs, puis après ça va se transmettre. Donc il y a tout ce buzz. Après c'est passionnant et c'est hyper intéressant. Par contre, c'est très très compliqué de travailler sur l'épigénétique, en particulier dans le cerveau, parce que pour avoir accès, il faudrait avoir accès aux cellules du cerveau pour voir un peu les marques épigénétiques. Donc c'est vraiment compliqué. Il y a un vrai travail à faire là-dessus. Chez la souris, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont intéressantes, mais il y a eu aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été répliquées. Donc c'est un peu, mais c'est passionnant. C'est comment les choses se transmettent d'une cellule à l'autre sans avoir à bouger la séquence d'ADN. Si je peux juste dire que c'est intéressant cette question de l'épigénétique en ce qu'elle révèle. Tu as parlé de Lamarck, effectivement. Alors Darwin était un Lamarckien d'une certaine manière, il se mettait dans cette filiation. Et la vraie séparation qu'il y a eu entre d'un côté l'environnement et de l'autre côté le génome, même si on n'avait pas une idée à cette époque-là, c'est au tournant du 19e avec Weizmann, avec la séparation finalement du soma et du germène. Et donc on sépare complètement l'environnement du génome. Et là, en se disant qu'en gros, on avait des variations au pif, au hasard, du génome, et de l'autre côté, un environnement qui allait sélectionner par différents systèmes les plus aptes et les plus adaptés à cette évolution de l'environnement. Et ça, effectivement, ça commence à se distendre, à se fissurer, et l'épigénétique rentre avec d'autres théories dans cette volonté de réassocier d'une certaine manière l'environnement du
du génome. Donc c'est assez intéressant de ce que ça dit en termes d'évolution des sciences aussi. La volonté de redire, mais non, l'environnement pourrait aussi d'une certaine manière avoir un impact directement sur la destinée de notre génétique, ou en tout cas de notre vie. Et donc c'est un reflet intéressant, je pense, par rapport à cette volonté de recoupler un petit peu ces deux dimensions de ce que peut être un être humain qui est un génome, et un être humain qui est aussi une entité vivante en interaction avec un milieu. Alors, du coup, on va conclure. Vas-y, avant de conclure. Je suis un grand fan aussi de Kimura. Donc, on parle beaucoup de Darwin, qui a dit que tout était. En gros, enfin, je vais faire là, tu vas m'engueuler si je fais des trucs aussi caricaturaux. Mais en tout cas, imaginez un champ de fleurs. Donc, Darwin, il va avoir des fleurs différentes de couleurs. Et il va dire, tiens, cette fleur, elle est bleue parce que ça a été sélectionné, cette fleur, elle était rouge. Et Kimura, lui, donc il a eu l'idée de l'évolution neutrale, la théorie de l'évolution neutrale, je ne sais pas comment dire en français. Voilà. Et il dit en fait, il y a beaucoup plus de choses qui sont neutres et qui sont une diversité qui n'a pas été sélectionnée. Et donc c'est un mélange entre dans notre de voir tout le monde en tant que darwinien, que tout ce que l'on voit de divers a été sélectionné à un moment. C'est un peu lourd, c'est un peu compliqué, enfin un peu lourd. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi neutres et qui sont là et qui un jour vont être peut-être, comme tu disais, c'est que cette diversité va permettre des fois de répondre à des choses qui vont être sélectionnées mais plus tard. Voilà, donc tout est pas sélectionné, et je pense qu'il y a aussi cette volonté voilà, il y a une diversité qui n'a pas besoin d'imaginer qu'il va y avoir une sélection tout le temps, quoi. Ouais, et puis tout ce qui est, enfin, ouais, du coup, il faudra conclure, mais sur tout ce qui est dans le non-codant, tout ce qui est tous ces transcriptions, traductions pervasives, et tout ça, il y a tout un monde énorme de protogènes, proto-produits qui pourraient conférer un avantage sélectif plus tard, mais qui pour le moment c'est neutre, et voilà quoi. Ouais. Et mais bon, je pense que je vais proposer ça peut-être pour une table ronde l'année prochaine. Donc, en tout cas, merci à nos intervenants. Je pense que